Ce qui a été rapporté dans The Guardian, c'est que l'Arabie saoudite, les forces saoudiennes, préparent une offensive majeure contre les Houthis dans le centre du Yémen. L'Arabie saoudite se prépare à une possible offensive terrestre et maritime pour briser le blocus des exportations de pétrole via la mer Rouge. Et aujourd'hui, un autre article indiquait qu'ils essaient de former une sorte de coalition en mentionnant les mêmes pays. Quelle est votre compréhension d'une nouvelle invasion terrestre? Peut-être d'une attaque contre le Yémen. C'est simplement ce qui figure dans le rapport. Vous savez, les Saoudiens n'ont vraiment pas d'armée moderne. Enfin, ils se font des illusions. Ils ont une armée achetée et financée avec de l'argent étranger. Donc, leur capacité à soutenir ce genre d'opération, ils pourront peut-être faire quelques progrès au début. Mais ensuite, ils vont se heurter à la logistique va les tuer. Et la logistique les achève à chaque fois. Bon sang, ils n'ont pas réussi à vaincre Ansar Allah pendant les 10 premières années de la guerre. Qu'est-ce qui a changé? Les Saoudiens auraient soudainement acquis de nouvelles compétences magiques? Non. Et s'ils font ça, je pense qu'on va voir Ansar Allah intensifier ses attaques contre les infrastructures saoudiennes au cours de la semaine qui vient, ou à peu près. Et cette tentative de, disons, lever le blocus par la force, je ne vois pas comment elle pourrait réussir. Donc, les Saoudiens, je pense qu'ils réagissent avec leurs émotions et non avec logique. Et les Houthis ont démontré qu'ils étaient très redoutables au cours des 15 dernières années. Oui, combien? Que sait-on des capacités des forces terrestres saoudiennes? Et laissez-moi juste vérifier le chiffre, parce qu'il ne semble pas qu'elles aient la moindre expérience de ce type d'opération. Je ne les ai jamais vus attaquer au sol. Et oui, ça ne semble pas. Vous pensez que s'ils commencent à le faire, ils vont aller sur le terrain? Et comment cela pourrait-il réussir? Je ne sais pas si, oui, surtout s'ils lancent une opération terrestre maintenant, en plein été, avec une chaleur extrême. Rien que l'eau nécessaire pour maintenir les troupes en vie. Oui, vous savez, je pense qu'ils profèrent simplement des menaces insensées. Et puis d'un autre côté, quand on regarde l'écart de population, le Yémen a, vous savez, ils ont une population plus importante. Ils comptent environ 8 millions d'habitants de plus que les Saoudiens. Le Yémen est autour de 43 millions d'habitants et l'Arabie saoudite autour de 35 millions. Donc, et puis les Yéménites ont en fait un léger avantage parce qu'une plus grande partie de leur population est jeune. Ils vont donc se battre, ils ont des recrues dans lesquelles puiser. Je pense que ce n'est que de la fanfaronnade saoudienne. S'ils lançaient cela maintenant, ce serait là encore suicidaire. Sur ces 34 millions de personnes, je pense qu'elles ne sont pas toutes saoudiennes ou arabes. Ils ont là-bas énormément d'expatriés, jusqu'à 40% de la population de l'Arabie saoudite. Donc la population saoudienne, proprement dite, qui pourrait combattre dans les forces armées, serait issue d'un vivier de 20 millions de personnes. Comment vont-ils former leurs forces? Qui va les former? Est-ce que ce sont les États-Unis qui vont les entraîner? Ça, je ne sais pas. Enfin, je suis sûr qu'ils ont reçu une formation militaire étrangère là-bas. Peut-être des Européens, peut-être des Britanniques, mais pas des Européens en général. Oui. Vous savez, intervenir au sol au Yémen va être très difficile. Le Yémen est un terrain compliqué.
Eh bien oui, non, le terrain est très difficile. C'est montagneux. C'est un mélange de montagne et de désert. Vous savez, les forces armées saoudiennes comptent moins de 100 000 hommes. 100 000. Donc vous savez, c'est à peu près la taille de l'armée britannique. Elles sont peut-être autour de 75 000. Mais vous savez, si vous déployez une armée comme ça, il faut quand même lui fournir de l'eau, de la nourriture, des munitions et du carburant. Et, vous savez, si elle intervient hors de son pays, cela devient une tâche plus difficile. Oui. Et quand on parle de 100 000 soldats, cela signifie que votre force combattante, l'ensemble, oui. Oui. Ça va représenter 20% de ces gens-là? 20, 30%? Peut-être 30 à 40%. Mais vous savez, regardez leur taille. On estime les effectifs d'Ansar Allah à environ 140 000 jusqu'à 200 000 au total. Ils sont donc plus nombreux. Et encore une fois, pour une force offensive comme le seraient les Saoudiens, il faut normalement un avantage de 3 contre 1. Cela veut dire qu'il leur faudrait environ 300 000 à 400 000 soldats face aux Houthis. Ils ne les ont pas. Donc c'est absurde. Mais ils mettent en place, ils ont annoncé aujourd'hui qu'ils allaient créer cette nouvelle, comme ils l'appellent, coalition. Ou enfin, tous ces pays qui se regroupent. Oui, ils l'appellent la coalition multinationale de défense maritime. Oui, donc on verra bien si ça débouche réellement sur quelque chose. C'est très intéressant. Alors il y a l'Égypte, le Pakistan, la Turquie, Bahreïn, le Koweït, le Qatar. Donc pas les Émirats arabes unis. Mais vous savez, vont-ils constituer une force navale conjointe pour s'en prendre à l'Iran? Je ne pense pas. Et s'ils pensent avoir assez de poids pour affronter les Houthis, eh bien, bonne chance. Les États-Unis n'y sont pas parvenus. Ces pays pensent que, même s'ils s'unissent tous, comme le Nigeria, oh, la puissante marine nigériane. Oh mon Dieu, attention à la marine nigériane. Les voilà qui arrivent. Et franchement, c'est pareil pour la marine pakistanaise. C'est un peu une blague. Je pense que le fait que le Pakistan se joigne à ça va rendre très difficile la poursuite de son rôle de médiateur avec l'Iran dans les négociations de paix. Je pense que l'Iran va se tourner vers eux et dire « Mais qu'est-ce que vous fabriquez, bon sang? Vous prenez clairement parti. » Oui, leur ministre de la Défense a rencontré Donald Trump mercredi. D'après ce qui a été rapporté par Axios, il a dit qu'il voulait désamorcer les tensions. Ils ne veulent pas d'escalade avec l'Iran. Mais comment imaginer qu'ils s'en prennent au Yémen tout en voulant désamorcer avec l'Iran? Pour les Iraniens, ça n'a aucun sens, à mon avis. Oui, oui. Vous savez, le contrôle de l'Iran sur le détroit d'Ormuz. Mais vous savez, en réalité, aujourd'hui, le détroit d'Ormuz serait ouvert s'il n'y avait pas le blocus américain. Mais il ne serait ouvert qu'aux pays qui respecteraient les règles fixées par l'Iran. Et les règles de l'Iran, c'était, vous savez, fournir le nom du capitaine, le nom du navire, le nom du propriétaire, la destination, la cargaison et les nationalités des membres d'équipage. Donnez-nous toutes ces informations, parce qu'ils veulent simplement s'assurer que rien ne va vers Israël. C'est tout. Il existe un gouvernement du Conseil présidentiel de direction yéménite qui coopérerait avec l'Arabie saoudite et cette coalition qu'ils sont en train de former. Je ne sais pas qui sont ces gens. En gros, ce sont ceux qui combattent Ansarullah au Yémen. Oui?
Qui est-ce? Le gouvernement du Conseil présidentiel de direction du Yémen. Oui, oui. Oui, ils font partie de la coalition et ils ont perdu. Ils ont perdu au cours des 10 dernières années, d'accord? Donc ils n'ont pas vaincu les Houthis. Et j'ai reçu un message assez virulent de la part de certains types disant « Oh, vous ne devriez pas appeler les Houthis Ansar Allah ». C'est genre « Oh, bon sang, arrêtez un peu ». On essaye de... Vous savez, peut-être que cette personne est vraiment plongée dans toutes les subtilités de la question. Mais voilà, quand on dit les Houthis, oui, j'utilise ce terme de façon interchangeable avec Ansar Allah. Et certains diront, oh, c'est scandaleux, vous ne pouvez pas faire ça. Eh bien, tant pis, je le fais. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. Quelle différence? D'habitude, j'utilise les deux termes, Houthi et Ansar Allah. C'est la même chose, on parle des mêmes personnes. Oui, oui. Même en Iran, dans les médias persans, ils disent Houthi, ils disent Ansarullah. À mon avis, c'est pas si important que ça d'insister là-dessus. Larry, que pensez-vous de ces attaques qui ont lieu? L'une d'elles a visé l'Arabie Saoudite. Personne, d'une manière ou d'une autre, n'en a revendiqué la responsabilité. Ensuite, il y a eu les deux attaques de drones contre des navires américains en Égypte, dont le New York Times a rapporté que l'Iran en était à l'origine. Peut-être que c'était l'Iran derrière ce genre d'attaque. Puis le ministre iranien des Affaires étrangères a fait une déclaration. Il a dit que l'Égypte est considérée comme une amie et un partenaire important dans la région, et que sa sécurité constitue pour nous une priorité absolue. Nous devons rester vigilants face aux manœuvres israéliennes et aux opérations sous faux pavillon qui visent à saper la paix régionale. Oui, c'est justement ce que j'allais dire, je crois. On ne peut pas écarter la possibilité que certaines de ces soi-disant attaques attribuées aux Houthis ou à des groupes irakiens liés à l'Iran soient en réalité des opérations sous faux drapeau menées par des acteurs agissant pour le compte d'Israël. Et pourquoi Israël ferait-il ça? Eh bien, plus Israël peut semer le trouble en empêchant les Saoudiens et les Iraniens de travailler ensemble, plus Israël y verra son intérêt. Donc on ne peut pas exclure que ce soit l'un des éléments qui se joue en coulisses ici. En Égypte, Al-Sisi a déclaré « Nous avons lancé une enquête approfondie pour déterminer l'origine du drone qui a frappé l'Égypte, vous savez, leur port. Mais nous n'avons pas vu ça en Arabie Saoudite. Je ne sais pas si l'Arabie Saoudite. Ils ont dit avoir présenté au gouvernement irakien des documents, des preuves que les Irakiens avaient attaqué leur installation. Et voyons ce qui se passera dans ce nouveau cas en Égypte. Est-ce qu'ils vont produire une forme quelconque de preuve? Je ne vois pas l'Iran. Pourquoi l'Iran aurait besoin d'attaquer l'Égypte? Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ne font pas partie du jeu. Oui, c'est pour ça que je dis que celui-là en particulier me paraît suspect. Encore une fois, on essaie de monter ça en épingle en disant « Oh, regardez, l'Iran étend ses attaques ». Et vous savez, on ne peut pas exclure qu'Israël soit derrière ça. Benjamin Netanyahu a dit que sa rencontre avec Donald Trump avait été extraordinaire. Il était d'accord avec tout. C'était la meilleure rencontre qu'il ait jamais eue avec Donald Trump. En revanche, quand on a demandé à Donald Trump sur Fox News, comment voyez-vous les nouvelles preuves, les nouveaux renseignements des Israéliens, qui parlent de fournir de nouvelles informations selon lesquelles vous pouvez frapper la montagne de Pickaxe et tout détruire? Il a répondu qu'il savait ce que Bibi essayait de faire. Il essaie de le manipuler, de faire pression sur lui pour qu'il fasse quelque chose. Il a dit « Il veut me garder dans le combat » sur Fox News.
Oui. Enfin, vous savez, je pense que Trump commence un peu à se réveiller parce qu'il reconnaît les problèmes économiques qui se profilent à l'horizon et sa popularité, je crois, est en baisse de l'ordre de 27, 30, enfin, elle était à 34%. Donc il est extrêmement impopulaire et ça continue de baisser. Remarquez que lorsque Bibi est arrivé aux États-Unis, on ne lui a pas déroulé le tapis rouge. Il n'y avait pas de délégation américaine sur place pour l'accueillir et le saluer. C'était juste « Ah, vous êtes là. D'accord, allez, on va à la Maison-Blanche. » Larry, avez-vous le sentiment que la guerre est d'une certaine manière en suspens, qu'elle peut reprendre à tout moment? Et que savons-nous de l'état d'esprit à Washington à mesure que le temps passe? Eh bien, j'allais dire que, jusqu'à présent, l'armée américaine, les missiles, les frappes lancées hier, ça ne semblait pas témoigner de beaucoup de beaucoup d'enthousiasme ou d'intensité. On avait plutôt l'impression que, bon, il faut le faire, vous voyez, on va cocher la case. Voilà, c'est fait. Et de la même manière, la réponse de l'Iran est assez modérée. Je n'ai pas vu de frappe majeure. Donc, et vous savez, l'attaque, l'autre jour en Jordanie, a toujours été décrite comme une attaque non provoquée. Mais je crois que les Iraniens avaient certains renseignements. Les États-Unis se préparaient à lancer une opération contre l'Iran en utilisant des moyens basés là-bas, à Muwafaq Salti. Et l'attaque iranienne a perturbé ça. Aujourd'hui, les États-Unis affirment « Oh, on a abattu tous les missiles ». Je n'y crois pas une seconde. Enfin, je pense que c'est du baratin. Mais bon, peu importe ce qu'ils ont détruit ou endommagé, apparemment cela a perturbé les opérations américaines. Donc on verra. Mais la guerre continue. Elle ne s'est pas arrêtée. C'est simplement qu'elle n'est pas menée avec une intensité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Car franchement, les États-Unis ne pourraient pas maintenir une telle intensité pendant une semaine environ. Je pense que nos moyens seraient vraiment poussés à leurs limites. Que savons-nous des négociations peut-être entre l'Iran et le Pakistan, entre l'Iran et le Qatar? Parce qu'il a été rapporté aujourd'hui que hier, l'un de ces navires qatariens de GNL a traversé le détroit d'Ormuz après plus de 3 semaines. Aucun de leurs navires ne passait jusque-là. Hier, c'était la première fois que l'Iran laissait cela se produire, et le navire a emprunté la route iranienne pour passer. Et pensez-vous que ces deux pays, j'imagine comment, du fait de ce commerce, rejoignent les médiateurs? Comment voyez-vous ce front-là? Voyez-vous quelque chose d'important se produire dans les discussions, dans les messages? Vous voulez dire entre le Pakistan et l'Iran? Oui, je parle entre le Qatar et l'Iran, entre l'Iran et le Pakistan, entre l'Iran et Oman. C'est en train de se produire. Nous savons que les négociations entre l'Iran et Oman comptent parmi les plus importantes qui se déroulent en ce moment. Oui, enfin, l'Iran et Oman discutent. Jusqu'ici, ils ont dit que les pourparlers étaient productifs, mais nous n'en avons vu aucune conclusion. Le Pakistan continue de jouer ce rôle de médiateur, mais je pense qu'il a vraiment entamé sa crédibilité en se ralliant à la coalition saoudienne. L'Iran peut donc venir et dire « Hé, attendez une seconde, vous êtes quasiment tous unis contre nous. Vous n'êtes pas là, donc. » De ce point de vue, je vois bien que l'Iran va les exclure. Je pense que le Pakistan s'est vraiment fait du tort sur ce coup-là.